Je suis scénariste, hein, Orpheline est le deuxième scénario que j'ai écrit, parce que je suis scénariste depuis 10 ans seulement. J'ai été enseignante avant, en littérature, culture générale, voilà. Et d'où je viens, je viens d'une province française, et puis j'ai un peu bougé, j'ai habité longtemps Paris. Et avec toujours ce fil du désir de l'écriture qui était là depuis très longtemps. Et il y a une dizaine d'années, je me suis formée et je suis devenue scénariste. Pour celui qui reçoit les films l'un après l'autre, ça paraît un abîme. Et pourtant, alors peut-être qu'Arnaud Despalières il parlerait pas comme moi, mais de mon endroit à moi, c'est extrêmement cohérent parce qu'en fait, quand il m'a demandé de travailler avec lui sur Michael Colas, son désir c'était en partie que je vienne injecter du féminin, travailler des personnages féminins qui n'existaient pas dans l'histoire d'origine de Michael Colas telle que l'avait écrite Kleist. Donc c'est ce que j'ai fait et on avait travaillé et développé ensemble un personnage qui est le personnage de la petite fille de Michael Colas, qui n'existe pas dans la nouvelle. Hein. Il a des enfants, mais il n'a pas de petite fille. Et j'ai quitté cette écriture de Colas, et il y avait cette relation père-fille, ces questions qui étaient là, qui avaient été un petit peu soulevées au fil de l'écriture, mais c'était pas le lieu pour les développer. Et en fait, Arnaud, assez vite, enfin même très vite, m'a dit, mais écoute, moi, ce que j'aimerais bien que tu fasses maintenant, pendant que je rentre en préparation et en tournage de Colas, c'est que, parce qu'il savait que j'avais un projet personnel à partir d'un matériau autobiographique, c'est que tu essayes de travailler sur ça. Et en fait, ça s'est inscrit pour moi de façon assez naturelle, assez fluide. À cause de cette petite fille dans Colas, à cause de cette relation sur laquelle on avait travaillé, et je me suis dit, bah oui, c'est le bon moment. Et c'était vraiment le bon moment pour moi. Karine Rosinski? Vous êtes Karine Rosinski, madame? S'il te plaît? T'as quel âge, toi? 18. Je crois pas. 16 alors? Depuis quand elle est partie de chez vous? Lundi. 4 jours d'absence, ça vous inquiète pas? Elle fait ça tout le temps. Pourquoi tu pars comme ça? Je suis pas heureuse. C'est venu, alors assez tôt, mais je dirais par 2 moments. C'est-à-dire qu'il y a eu un premier temps qui était un temps de réflexion à l'écriture sur le fait que on ne pouvait pas raconter une histoire en suivant une chronologie, une linéarité dans le temps, une temporalité classique, ou même à rebours. C'était pas notre projet, mais tout le propos dès le début de l'écriture et de notre réflexion, c'était de dire on est des êtres multiples et il faut développer et raconter ces histoires en développant à chaque fois un personnage. Donc il y en a 3 qui sont arrivés très tôt à l'écriture, qu'on a nommés de 3 prénoms différents. Et en fait, à la fois c'était pour des raisons pratiques de travail, puisqu'on pouvait pas, quand on se parlait, on pouvait pas dire Karine machin, donc voilà, il y avait des raisons, mais en même temps c'était aussi les personnages, c'est-à-dire que la petite fille Kiki c'était le petit enfant, Karine on le comprend, c'est son vrai nom, et Sandra c'est une fiction pure, elle l'invente plus tard. Et est arrivé le personnage de René. Et en même temps, Arnaud réfléchissait à des questions de mise en scène et des questions de casting. Il n'y avait pas 50 possibilités. Soit il cherchait une actrice
qui puisse jouer les 3 rôles on va dire des âges de 13, 19 et 13, 20 et 27 ans. Donc en rajeunissant ou en vieillissant un personnage, donc en travaillant sur de la vraisemblance, soit il essayait de chercher, c'est ce qu'il dit, hein, les meilleures actrices pour chaque personnage. Voilà. Et jouer à ce moment-là à fond ce choix, cette réflexion qu'on portait depuis le départ du projet, c'est-à-dire nous sommes des êtres multiples avec des identités multiples et on contient à l'intérieur de nous à chaque fois un être différent et c'est ce qu'il a choisi, donc il a cherché les meilleures actrices pour incarner chaque personnage. Cette réflexion sur le casting et sur la recherche des meilleures actrices ou de celles qui étaient le plus à même d'incarner les personnages, sur cette question du fait qu'elles sont extrêmement différentes physiquement et par leur personnalité, et en même temps le spectateur arrive à créer des liens. Je pense que pour le coup, Arnaud n'a pas du tout cherché à les faire travailler ensemble, par exemple, pour qu'elles échangent des choses. Il y en a une, je ne sais plus laquelle, qui a proposé, par exemple, de dire « mais si tu veux, je peux prendre des choses d'une telle, ou est-ce que tu veux qu'il y ait des gestes qu'on reproduise ?» Et elle dit « non, non, chacune de vous a un rôle écrit, un personnage écrit, et vous l'incarnez. À moi d'être le garant du personnage que Christelle m'a transmis. » Et en fait, alors lui il dit qu'il est devenu une femme au tournage, et moi je lui dis non, c'est pas vrai, tu es devenu le personnage, tu es devenu les personnages. Je pense qu'on a tellement travaillé, et j'ai vraiment tellement essayé de lui transmettre quelque chose de ceux ou de ces personnages, et j'ai disparu volontairement du plateau, c'est-à-dire que je ne voulais pas rencontrer les actrices avant qu'ils aient trouvé parce que comme cette histoire est reliée en partie à ma vie aussi, je ne voulais pas du tout que les actrices m'aperçoivent physiquement, que je m'inscrive d'une manière ou d'une autre dans le travail avec Arnaud. Et donc, elles ont travaillé avec lui, chacune leur partie, séparément, et lui portait quelque chose effectivement très fort qu'il a transmis. Après, il y a eu des propositions, par exemple, je sais qu'au maquillage, il y a eu des propositions sur le rouge à lèvres. Hein, il y a comme ça, on retrouve, mais c'est pas venu d'Arnaud, c'était une suggestion du maquilleur qui a dit bon bah tiens, ça ce serait intéressant. Il y a un blouson, voilà, il y a un blouson qu'on retrouve que Sandra porte et que Karine porte aussi. Il y a quelques petits signes comme ça, mais c'est tout. Comment on fait que le spectateur nous suit dans une chronologie, enfin dans un récit inversé, c'est difficile, c'est un pari. Hein, bon, alors après évidemment on a des interlocuteurs, on a des lecteurs, on a des gens avec qui nous renvoient des choses, parce que nous quand on est dans le travail, à part suivre des intuitions et entendre de temps en temps que peut-être on se trompe ou peut-être il faudrait réfléchir et être vigilant à des endroits, on avance avec nos convictions. Et cette conviction du récit à rebours, on l'a eu très tôt. Moi, quand j'ai écrit les 3 premières histoires, ça s'est imposé comme ça. Parce que, en fait, ce qui me venait à moi et ce qui venait à Arnaud, c'était cette structure en poupée russe. C'est-à-dire, on ouvre la grande poupée et on va trouver les petites dedans. Et alors, au départ, j'ai avancé aussi en pensant que l'histoire de Kiki serait la fin du film, et que ce serait une sorte de centre qui se déplacerait et qu'on arriverait comme ça à un point fort. Et c'est pas ce qui s'est passé. On s'est rendu compte au bout de l'écriture des 3 parties que c'était insuffisant pour soutenir le propos qui nous était cher, c'était cette question de la multiplicité des identités dans une vie. Donc on a là fabriqué ce 4e personnage qu'on a éclaté en deux autres moments. Et je pense qu'on donne des indices. Enfin, après, j'ai revu il n'y a pas très longtemps Le hasard de Kieslowski, qui joue aussi avec les peut-être moins les temporalités que les personnages et les univers. Et j'ai réalisé qu'on avait quand même donné des petits signes. Notamment, il y a ces fameux, ce qu'on a appelé des personnages agrafes, c'est-à-dire que pour chaque histoire,
il y a un personnage qu'on va retrouver dans l'histoire suivante et qui est donc dans un temps antérieur. Ça aide, je pense, le spectateur. Mais c'est vrai qu'on n'a pas du tout... on n'a pas cherché quelque chose, une proposition facile. Dans la représentation de la sexualité, moi, ce qui me frappe souvent, sexualité des hommes ou des femmes d'ailleurs, mais ce qui me frappe souvent, c'est qu'en fait, au cinéma, finalement, c'est devenu assez sage. C'est souvent des premières fois, c'est souvent des histoires d'amour, voilà. Et c'est relié soit à la prostitution, soit à l'amour. Mais l'entre-deux, tout l'éventail qu'il y a entre, on va dire, la gratuité pure qui serait reliée à un sentiment amoureux et la sexualité, pour le coup, payante qui est à la base de la prostitution, ce qu'il y a entre les deux, c'est très très rarement raconté. Et or, quand on regarde autour de nous, quand on interroge les gens, quand on s'observe, on se rend compte qu'en permanence, il y a des négociations. Et qu'elles sont là, elles sont tacites, parfois elles sont explicites, mais la plupart du temps elles sont tacites, et il y a un jeu comme ça, permanent, et que moi j'ai appelé, il y a des gens qui l'appellent comme ça, il y a des sociologues, il y a un sociologue de la sexualité qui travaille là-dessus, c'est devenu son domaine de recherche, la sexualité négociée. Et j'avais été aussi frappée à l'écriture d'Orpheline, parce que je lisais beaucoup, notamment je cherchais des choses sur des personnages féminins. Et dans Moll Flanders de Daniel Defoe, ça ne parle que de ça. Et alors on me dit toujours Robinson Crusoe, mais il a écrit un très beau, il a un autre personnage de la littérature qui est magnifique, donc qui est ce personnage de femme, et c'est une orpheline et qui va raconter toute sa vie, à la fois la façon dont elle survit ou dont elle vit économiquement, mais reliée à des histoires amoureuses, alors plus ou moins, voilà, et on est vraiment de l'ordre de la sexualité négociée. Et je me suis dit, mais c'est là, c'est omniprésent, et finalement, effectivement, c'est peu représenté. Et moi, j'avais vraiment à cœur d'en parler. Ouais. Alors, il y a des gens que ça interpelle. Moi, je pense j'ai l'impression de décrire juste ce que je vois depuis toujours, voilà, du réel.